tous, merci d'être venus encore si nombreux, même peut-être plus nombreux encore que d'habitude. Pour commencer, l'UPA vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce très animée, je crois. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations importantes concernant l'UPA. Vous savez sans doute que notre assemblée générale aura lieu samedi prochain à 15 h à l'espace de Noyer, donc ici même et dans la salle 2, pas dans l'amphithéâtre. Donc vous êtes vraiment très bienvenus si vous avez notamment des propositions à venir nous faire, si vous êtes prêts aussi à vous investir, pourquoi pas dans le bureau de l'UPA, on est preneurs, hein, on appelle tous les volontaires et toutes les bonnes âmes à venir nous rejoindre. Sinon, la prochaine rencontre, conférence, débat aura lieu le mardi 5 février à la Maison du Théâtre, donc ce ne sera pas ici à 18h30, et ce sera Alain Maillard qui nous traitera ou qui nous parlera de la question suivante: que reste-t-il des utopies quand l'avenir s'annonce catastrophique? Conférence débat qui sera d'ailleurs en relation avec une pièce qui sera représentée le 29 janvier à la Maison du Théâtre, qui s'intitule Discours de l'incertitude volontaire. Donc la conférence débat a lieu quelques jours plus tard. On n'est pas obligé de voir la pièce, mais si vous voulez voir la pièce d'abord, la conférence est en relation. Et puis, dernière chose, c'est le début de l'année. Comme vous le savez sans doute aussi, c'est le moment peut-être de songer à cotiser pour l'année 2019, hein, puisque les adhésions sont valables en ce qui nous concerne pour l'année civile. Donc n'hésitez pas, si vous êtes tenté, de cotiser. Donc voilà pour les informations préliminaires. Et maintenant, je vais me tourner vers Osni, puisque ce soir nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Osni Tekaya, qui donc enseigne l'économie à l'UPJV, après avoir enseigné les sciences économiques et sociales dans le secondaire pendant de nombreuses années, qui est en train de préparer un ouvrage qui va s'intituler « Misère de l'économie politique libérale », et qui ce soir va donc essayer de répondre à cette question « L'économie est-elle une science exacte ?» notamment, si j'ai bien compris, pour répondre à tous ceux qui sans cesse prétendent qu'on n'a pas le choix, on n'a rien compris, on n'est pas réaliste. En d'autres termes, qu'il n'y a aucune alternative, le fameux TINA de Margaret Thatcher, dès qu'on essaye de faire des propositions de réformes un peu progressistes et un peu opposées à l'ultralibéralisme. Et donc, je ne vais pas m'attarder, je vais lui céder la parole tout de suite. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas le choix, qu'on n'y connaît rien, qu'eux, ils ont raison, qu'ils connaissent, parce que ce sont des scientifiques et qu'ils détiennent un savoir qui relèverait d'une science exacte? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'être nombreux ce soir. Je pense que le sujet y est pour quelque chose, peut-être aussi l'actualité. Une actualité qui n'est d'ailleurs pas très récente, puisque ça fait un moment que la problématique économique se pose de manière extrêmement forte. Et quand on m'a posé la question, est-ce que tu peux préparer une intervention sur le thème l'économie est-elle une science, tout simplement science, j'avais dit oui, sauf que si je me pose la question de cette manière-là, je n'aurais pas grand-chose à dire, puisque l'économie est une science. Mais une science humaine et sociale. C'est-à-dire quand j'ai fait des études d'économie à l'université, c'était marqué département de sciences humaines et sociales, là où se trouve l'économie. Et puis quand j'ai enseigné l'économie, c'était pareil. Quelque chose qui ressemble à l'anthropologie, à la sociologie, etc., etc. Donc on appelle ça sciences humaines ou sciences humaines et sociales, peu importe, on pourra l'appeler science molle, on pourra l'appeler autrement. D'ailleurs, je vais essayer d'exposer les différentes manières de classer les sciences. Et il se trouve effectivement que j'ai un parcours double dans ma formation intellectuelle. Je suis donc dans l'économie, je ne prétends pas être économiste, je suis dans l'économie, je suis aussi dans les sciences, j'ai fait des études de physique, et donc j'ai cette double casquette qui me permet de faire un petit peu de jugement, un petit peu de rapprochement. Alors,
il y a beaucoup de choses à dire. La question est à la fois simple et compliquée. Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai préparé beaucoup de choses et je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout. Mais de toute façon, je le ferai puisque nous sommes là pour 2 heures et je ferai en sorte que j'avance de la manière la plus compréhensible possible. Alors, l'économie science exacte, je pense, je le dis tout de suite et j'essaierai du moins de faire la démonstration, qu'il s'agit d'une énorme escroquerie intellectuelle. Je ne parle pas évidemment de toutes les tendances, toutes les écoles économiques, il y en a plusieurs. Hein. Je vous ferai part de cette énorme diversité de la pensée économique, mais juste une pensée économique qui s'autoproclame science exacte. Elle s'autoproclame, c'est-à-dire nous avons des gens qui ont la prétention de dire voilà, nous ressemblons davantage à la physique, et plus exactement à la physique théorique. Et donc, je dirai quelques mots là-dessus. Je sais aussi qu'il y a des physiciens dans la salle, donc je serai jugé aussi par eux. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion et à essayer de répondre à cette réflexion? Ben parce que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est en référence à l'économiste qui n'est pas libéral, qui n'est pas néolibéral, qui n'est pas néoclassique, hein, je fixerai les termes après, et on a fait une bonne trentaine d'années de keynésianisme, c'est-à-dire d'une économie où l'État intervient de manière importante, de manière massive, et cette intervention s'est arrêtée à la fin des années 70, avec l'avènement de Thatcher et de Reagan, 1979 Thatcher et 1980 Reagan. Alors, à partir de ce moment-là, le monde va connaître d'énormes bouleversements. Il va y avoir pratiquement la quasi-totalité des pays du monde qui seront gouvernés par ça, c'est-à-dire par des références libérales. Alors pour ça, donc, j'ai fait un plan, je fais l'introduction, les classifications des sciences, la référentiation à la scientificité. Je vais faire un panorama, une petite histoire de la pensée économique. Je vais parler de la théorie néoclassique. Je le dis tout de suite que dans le jargon, dans le vocabulaire de l'économiste, les libéraux les appellent les néoclassiques. Je vous le dirai tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Et puis, la théorie néoclassique n'est pas une science exacte et je conclus évidemment par un certain nombre de remarques que je proposerai à la fin. Alors, je disais tout à l'heure que la plupart des pays du monde sont gouvernés par des États qui font référence à la politique libérale. Je ne sais pas, je ne vais pas compter, mais ça fait à peu près 80% des États. Et j'aimerais préciser que, dans un premier temps, c'était surtout les pays du tiers-monde qui étaient concernés, c'est-à-dire c'est là où, en quelque sorte, l'expérimentation a été faite. Les pays du tiers-monde, parce que les pays du tiers-monde avaient massivement emprunté pendant les années 80, et ce qui portait garant à ces emprunts, c'était le Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international a imposé, dans les perspectives éventuelles de renégocier les dettes des pays du tiers-monde, ce qu'on appelle la politique d'ajustement structurel. La politique d'ajustement structurel, ce n'est rien d'autre que la politique libérale imposée de force. C'est-à-dire vous faites ça, ou bien je ne vous permets pas d'échelonner votre dette. Et la dette des pays du tiers-monde était énorme à cette époque-là. La pensée libérale, donc, a colonisé
l'essentiel des pays du monde, mais pas seulement, puisqu'elle a colonisé aussi les institutions mondiales en rapport avec l'économie. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque internationale de reconstruction et de développement, l'OCDE, la Commission de Bruxelles, etc., etc. La quasi-totalité des institutions mondiales sont colonisées par cette pensée libérale. Cette pensée libérale devient une politique économique. La politique économique, c'est quelque chose qui ne va pas s'imposer immédiatement comme politique économique dans la plupart des pays. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était une expérimentation entre guillemets dans les pays du tiers-monde, et puis ça va venir dans les autres pays quand il y aura la chute du mur de Berlin, et donc tout un boulevard sera ouvert à la gouvernance libérale à partir, disons, pour aller vite au milieu des années 80. Les politiques qui vont se mettre en place seront progressives, c'est-à-dire on ne va pas, par un choc unique, comme ça, imposer ces politiques libérales. En quelque sorte, le but, moi je l'appelle une dystopie. C'est le contraire d'utopie. Je l'appelle une dystopie, c'est-à-dire vraiment un monde où ne règne que le marché, la concurrence libre et non faussée et la marchandise. Donc c'est la dystopie qui se prépare. Je dirai quelques mots après là-dessus. Alors rassurez-vous, je ne vais pas lire toutes ces choses-là qui vont défiler sous vos yeux. C'est juste des référents comme ça. Je le fais au fur et à mesure. Je pense qu'il est aussi intéressant de voir, lire et écouter ce que je vais dire. Alors, ce que je vais dire, j'ai essayé de trouver la trame par rapport à laquelle je vais développer mes idées, et j'ai choisi un ouvrage qui a été écrit en France en 2016, qui s'appelle Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser. Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser. Vous voyez, le mot négationnisme, c'est un mot extrêmement fort, il fait référence à un tas de choses dans la mémoire collective des gens. Ce négationnisme économique signifie que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la pensée libérale et qui sont dans la prétention d'être des économistes sont dans la négation de la vérité. C'est-à-dire, ils sont aveugles devant la réalité. Parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle qu'ils développent. Alors, comme ils veulent imiter les sciences physiques, etc., ils se disent aussi concepteurs de l'économie expérimentale. C'est-à-dire, il manquait, évidemment, il manquait à la pensée en question, à la pensée libérale, il manquait un aspect expérimental. Et vous savez que les sciences dites humaines, elles ont une particularité, et heureusement d'ailleurs, c'est qu'elles ne peuvent pas former des expérimentations. Parce qu'on n'a pas le droit, pour une question morale, etc., on n'a pas le droit de faire des expériences sur les êtres humains. Et pourtant, là, ce qui va se passer après en termes de gouvernance et de politique économique, ce sont des choses qui vont avoir lieu. Mais nos deux hommes qui sont Paul Cahuc et André Zilberberg, c'est ça, ils passaient dans toutes les chaînes de télévision, ils passaient sur France Culture, ils passaient sur France Inter, sur France Info, et ils prétendaient avoir cette vérité absolue qui était la leur, c'est-à-dire des économistes qui sont aussi bien dans l'expérimentation, parce qu'ils prétendent suivre les sciences naturelles, disent-ils, ils prétendent suivre la médecine comme science. Manque de peau, la médecine n'est pas une science. Parce que si la médecine est une science, on le saurait. La médecine utilise la science. Comme la science est utilisée, évidemment, dans un tas d'autres disciplines, l'archéologie, qui utilise la science, etc. etc. La médecine utilise la science. Très bien. Alors, donc, les négationnistes
comme je l'avais dit tout à l'heure, sont tous ceux qui pensent différemment, c'est-à-dire les marxistes, les keynésiens, les régulationnistes, etc. etc. Ce qui m'a amené à constater et à consulter des expériences, des statistiques sur le passage à la télé, par exemple, à la radio, de ces économistes qui se prétendent être les détenteurs de vérité, c'est-à-dire les économistes libéraux. Et j'ai fait référence à Acrimed, cette action critique des médias, qui a référencié le nombre de passages à la télé de ces gens-là, et ils ont constaté que 80% des débats, des intervenants dans les télés et les radios sont des intervenants néolibéraux. 80%. C'est énorme. Et donc il reste 20% pour ceux qui ne le sont pas. Orthodoxes, l'orthodoxie c'est la pensée libérale, et puis les autres c'est les hétérodoxies. J'ai constaté aussi que 80% des... c'est par hasard, hein, les 80%, les 80% des professeurs d'économie à l'université sont des économistes néolibéraux. Eh oui. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est tout simplement parce qu'ils s'auto-recrutent entre eux. C'est-à-dire, tout le monde sait que comment sont recrutés les professeurs d'université par le vote des enseignants, etc., etc. 80%. Alors, il y a eu une pétition, c'était au moment où Najib Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation nationale. Il y a eu une pétition pour dire qu'il va falloir instituer un peu plus de démocratie pour recruter des enseignants, je parle des professeurs, je ne parle pas des autres enseignants. Un peu plus de démocratie. Elle était d'accord. Elle était d'accord, elle dit on va réformer l'éducation nationale pour faire en sorte qu'il y ait davantage de pluralité. Et puis il y a eu une intervention de quelqu'un qui venait d'avoir un prix, qui s'appelle Jean Tirole. Il a pesé de tout son poids pour empêcher ceci d'avoir lieu. C'est extrêmement important, les enjeux idéologiques, si vous voulez, et intellectuels, pour qu'il aille et qu'il réussisse à faire en sorte qu'il n'y ait pas de réforme de recrutement de professeurs. Alors c'est qui ce Jean Tirole? Il a eu le prix, alors quand on entend les médias, c'est prix Nobel d'économie. Alors je dis tout de suite que ça n'existe pas, le prix Nobel d'économie. Il y a le prix en l'honneur de Nobel, c'est le prix de la Banque centrale de Suède. Il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, essayez de consulter, vous le verrez dans n'importe quel site où vous posez la question, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. Il y a de prix Nobel de médecine, de physique, de chimie, de paix, de littérature, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Donc, et d'ailleurs, quand ils organisent les sessions pour attribuer les prix Nobel, ils le font en même temps que l'attribution des prix Nobel de médecine, etc. etc. C'est exactement la même période. Et puis, nos journalistes le savent, ils le savent parfaitement. Mais ils ne réagissent pas, ils disent toujours prix Nobel d'économie. Vous savez, quand on dit prix Nobel d'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autorité de la théorie que je vous propose. Voilà, c'est une théorie indiscutable, puisqu'avec Jean Tirole, c'était quelque chose d'énorme. Il a eu le prix Nobel d'économie, vous vous rendez compte? C'est extrêmement important. Donc, c'est le prix de la Banque nationale de Suède. L'économie, c'est extrêmement diversifié. Extrêmement diversifié. Vous avez, j'ai mis quelques fondateurs de l'économie. Ricardo, 18e siècle. Smith, 18e siècle. Karl Marx, 19e siècle. Les deux premiers sont à cheval entre 18e et 19e. John Maynard Keynes, 20e siècle. Robert Thomas Malthus, 18e siècle, Nashville aussi 19e siècle. Joseph Alois Schumpeter, c'est un économiste à la fois dans l'économie, un petit peu dans l'anthropologie économique, spécialisé dans les innovations technologiques, et Milton Friedman, bon j'aurais pu donner d'autres. Et c'est vrai, je l'ai fait. Je ne sais pas
si vous voyez très bien comment se structure la pensée économique. Dans sa forme globale, un petit peu plus ou moins dans l'histoire de la pensée économique, vous voyez, tout ce qui est en bleu, un peu en jaune par là, c'est ce qu'on appelle la pensée néoclassique. Tout ce qui est à gauche, ce sont les hétérodoxes. Vous avez des keynésiens, vous avez des néo-keynésiens, vous avez des marxistes, des néo-marxistes, des régulationnistes, etc. Bref, si vous voulez, je ne fais pas un cours là, mais tout ce dont j'ai envie de dire, c'est l'énorme diversité de la pensée économique. Le fondement, ce sont les classiques et les marxistes, ce sont les fondements essentiels, c'est le nœud. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne crois pas. C'est la partie centrale en dessous, c'est vraiment ce qui va initier la pensée économique, et puis après, ça évolue, ça évolue. Alors, j'ai compté, ça fait plus d'une centaine de courants de pensée économique. Une centaine de courants de pensée économique, parce que je n'ai pas tout mis, et il s'agit, bien sûr, d'une extrême minorité qui exclut cette centaine, enfin, disons, il constitue à peu près 10%, c'est-à-dire 10, de courants dominants qui dominent à peu près tout. D'accord. Voilà, là, je voulais dire comment les choses se passent. Il a fallu aussi que je pose la question de ce qu'est l'économie. C'est quand même important de savoir. Je suppose que vous savez plus ou moins ce que peut être la pensée de l'économie d'abord. Il y a l'économie et la pensée économique, c'est pas la même chose. Alors, il y a plusieurs définitions. D'abord l'étymologie. L'étymologie, je ne l'ai pas mise, mais je l'ai mise dans le petit papier. L'origine du mot économie, c'est une origine grecque, oikos nomos, c'est-à-dire l'organisation de la maison. C'est ça l'origine étymologique du mot économie. Puis après, je me suis débrouillé pour donner une définition globale, acceptable plus ou moins par tout le monde. L'économie peut être définie comme un système social. Social, ça veut dire socialement et historiquement déterminé. De production, on produit de la valeur, on produit de la marchandise, de répartition et de consommation. Donc vous avez une espèce de trilogie qui définit l'économie. Quelque chose d'extrêmement simple. C'est basique pour l'instant. Les économies se situent dans ce qu'on appelle les modes de production, ou les organisations économiques et sociales. Les modes de production, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépasse l'économie. Ce sont les sociétés. Vous avez le système antique, vous avez le système féodal, vous avez le système capitaliste, etc. Voilà. Et chaque système, il a son organisation économique à lui, spécifiant ce système. Chaque système déroule, en tout cas au moins deux choses qui sont essentielles, c'est la loi de l'économie, ou les lois économiques, et les lois de l'accumulation des richesses. C'est dans ce sens qu'on va exposer, qu'on va réfléchir, c'est-à-dire qu'on va poser la question de la pensée économique, comment elle s'organise, comment elle se structure. Alors, je vais poser une problématique, c'est-à-dire l'hypothèse par rapport à laquelle je vais réfléchir, et j'ai pris comme élément de réflexion, ce sont les lois de l'économie. Et la question que j'ai posée sur ces lois de l'économie, c'est est-ce que ces lois sont naturelles, universelles, ou bien elles sont une construction politique? Je suppose que vous devinez où je vais en venir. C'est-à-dire que si je dis que les lois de l'économie sont naturelles et universelles, ça veut dire que les lois n'ont pas d'histoire. Je ne sais pas ce qu'on a fait pendant l'Antiquité et la féodalité pour arriver à la fin du 19e siècle avec des lois proclamées ainsi universelles et naturelles.
Et qui dit naturel et universel dit on n'y peut rien contre. Hein, je ne peux rien contre la gravitation, je ne peux pas sauter plus de, je ne sais pas, 1 mètre 80, etc. Donc si les lois sont naturelles, universelles, elles ne peuvent pas être une construction politique. Alors il y a ceux qui considèrent parmi les penseurs de l'économie, les concepteurs de théorie économique, alors ceux qui pensent que les lois sont naturelles et universelles, je vous dirai qui, je suppose que vous avez deviné qui, et ceux qui pensent que les lois de l'économie sont une construction politique. Et j'entends par construction politique tout ce qui va avec, c'est-à-dire le vote des lois, les lois, etc., etc. Pour commencer, on va revenir maintenant dans la balance entre les sciences exactes et l'économie. Comment on peut procéder à la taxonomie de ces disciplines-là, c'est-à-dire la classification. Comment en fait on classe ces disciplines. Alors je précise que il a pareil, hein, puisqu'on est dans la réflexion, dans l'intellectuel des choses, la classification n'est pas une chose facile, c'est une construction intellectuelle. On peut classer de 36 000 manières. D'autant plus que les choses sont compliquées dans la réalité. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? J'ai pris des éléments, bien sûr, fondamentaux, aussi bien de la construction de la physique et des sciences naturelles et des sciences humaines. Je suis parti de ça, c'est-à-dire de la manière dont les choses se structurent. En tout cas, moi, dans notre tête. Alors, j'ai pris un triangle, une espèce de triangle, dans lequel il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment complexe. Alors l'infiniment petit, c'est toute une cascade d'éléments physiques. On parle de la particule fondatrice de la matière, c'est-à-dire les quarks, qui constituent, quand ils se réunissent entre eux, les nucléons, je ne rentre pas dans les détails, hein, je pense que ça ne vous intéressera pas, des nucléons, des noyaux d'atomes, des atomes, des molécules, et puis on bifurque à gauche et à droite, à gauche vers l'infiniment grand, c'est-à-dire la Terre qui se forme à partir des molécules, les étoiles, les galaxies, les amas galactiques, les superamas galactiques, etc. C'est l'infiniment grand. Et là, il y a des disciplines différentes. Au départ, c'est l'atomistique, si vous voulez, c'est la physique théorique, côté atomistique, et puis après, vous avez les étages qui se construisent au fur et à mesure. Vous avez les astronomes, les astrophysiciens, etc. Et puis à droite, c'est vers l'infiniment complexe. L'infiniment complexe, on commence par les molécules qui forment les cellules qui forment le tissu cellulaire, qui forment les organes, qui forment les organismes vivants, qui forment la population. C'est extrêmement compliqué après. C'est-à-dire appréhender le phénomène, il faut des méthodologies puissantes. Alors on a des outils méthodologiques dans les disciplines qui correspondent à chaque étape de la formulation de cette structure que je vous propose. Vous avez des statistiques qu'on peut utiliser là, on peut les utiliser dans l'infiniment petit, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire que si on est dans la logique des sciences humaines et sociales, c'est que les choses sont très compliquées, extrêmement compliquées, et non pas comme le montrent, comme essayeront de le montrer les théoriciens libéraux. Hein. Justement, c'est par rapport à eux que je me situe. Hein. Toujours les classifications. Là, c'était pour montrer les degrés de complexité, la complexification des choses concernant les sciences humaines. Hein. C'est à droite. Là, c'est à droite que nous avons les sciences humaines. Alors, donc, je propose rapidement, comme ça, sans vous embêter trop, un certain nombre de classifications. La classification d'Auguste Comte, philosophe, positiviste, 19e siècle, qui a inventé le mot sociologie, d'ailleurs. Alors lui, dans son célèbre discours de philosophie positive en 1830, il propose
de classer les disciplines de cette manière-là, mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie et sociologie. Là, il n'a même pas mis l'économie. Et chacune de ces disciplines, quand plus on descend, plus les disciplines cumulent les savoirs de ces disciplines précédentes. L'astronomie utilise les mathématiques, la physique utilise l'astronomie, etc., etc. Donc il y a un cumul de connaissances, et c'est une forme de... Et ce qui arrive au bout de la cascade de cette classification, c'est la sociologie. Alors on peut ajouter économie, après. Pourquoi il n'a pas mis économie, j'en sais rien. J'en sais rien. Une autre classification, c'est celle qui consiste à classer les choses comme sciences formelles et sciences empiriques. Alors, les sciences formelles portent sur des formes abstraites et rigoureuses. Ce sont les mathématiques, la géométrie, la topologie, la géodésie aussi. Ce sont ce qu'on appelle les sciences formelles. Alors, dans formelles, on trouve formules, etc., etc. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les sciences empiriques. Empiriques, c'est-à-dire en rapport avec l'observation. Alors, ces sciences portent sur des objets qui sont concrets, qui sont... Alors, on peut les classer à gauche, les sciences de la nature, physique, biologie, géologie, chimie, astronomie, on retrouve un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Puis les sciences humaines, vous avez l'anthropologie, l'ethnologie, l'économie, la psychologie, la linguistique. C'est une classification parmi d'autres. Moi, je vous avais prévenu qu'il en existe plusieurs, et puis moi, je ne vais pas passer la soirée à montrer toutes ces classifications. La dernière classification, c'est celle qui utilise le mot science dure, science molle. Je pense que c'est la plus peut-être connue par monsieur tout le monde. Science dure, science molle, ça dérive de l'anglais avec le développement de l'informatique. Je pense que vous avez deviné. Les sciences dures, ce sont les sciences qui correspondent au terme hardware, c'est-à-dire pour l'informatique, c'est le matériel de l'informatique, de l'ordinateur, etc., etc. Et les sciences molles, c'est software, tout ce qui tourne autour des logiciels au départ, et puis après c'est devenu sciences molles pour les sciences humaines, notamment. Il y en a même qui classent la biologie comme une science molle, comme étant une science molle. Et ça ne les vexe pas, les biologistes, quand on dit qu'ils sont aussi dans la configuration des sciences molles. Absolument pas. Par contre, les autres, ils sont vexés quand on leur dit qu'ils sont dans les sciences molles. C'est-à-dire, non pas tous les courants dont j'ai évoqué tout à l'heure, mais les libéraux. Ils n'aiment pas, parce qu'ils veulent être des physiciens de l'économie. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on puisse définir les sciences? Je m'intéresse aux sciences dures. Qu'est-ce qui fait leur définition? Alors, pour cela, une toute petite histoire des sciences, sans trop m'attarder là-dessus. Je pense que la véritable science est née au XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, bon, c'est vrai qu'on peut discuter la philosophie des sciences, l'épistémologie, chez les Grecs, etc., etc. Mais la véritable science est née au XVIe siècle, quand Copernic avait affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, non pas le contraire. Suivi par Galilée, Galilée qui est le promoteur de la méthodologie scientifique. Copernic, il a laissé sa peau, lui. Il y en a un qui a laissé sa peau. Parce qu'il a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, non pas le contraire. Galilée aussi a laissé sa peau. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que cette manière de voir va faire une révolution intellectuelle gigantesque. C'est-à-dire on va remettre en question le dogme de la religion qui s'imposait comme science. Non pas comme science, mais comme opinion sur les sciences. Et donc, il va y avoir une révolution qu'on va appeler, j'ai emprunté le terme à François Châtelet, un philosophe, qui nous a quittés. Au XVIe siècle, il va y avoir la révolution copernico-galiléenne.
cette révolution qui va remettre les choses en question, elle ne va pas s'intéresser qu'à la physique et dérivée, mais elle va aussi intéresser les autres sciences humaines, les sciences molles. C'est-à-dire qu'elle va y avoir une énorme perspective nouvelle qui va s'ouvrir au XVIe, XVIIe siècle, etc. Donc, Copernic, Galilée, qui va faire de l'expérimentation quelque chose d'important, et qui va faire aussi de la conceptualisation des choses une chose extrêmement importante. Galilée disait que le livre de la nature s'écrit avec des mathématiques. Donc il va donner les mathématiques aussi comme un nouvel outil à la science. Après Galilée, il y a Newton, le physicien qui va inventer la gravitation universelle. Enfin, inventer, il va mettre en évidence la gravitation universelle. Il va suivre sur les traces de Galilée la mathématisation de sa discipline. Ce modèle va faire ses preuves parce qu'il va être capable de faire des prévisions d'une grande précision de la rotation des planètes autour du Soleil, etc. etc. Et d'ailleurs, il va y avoir un physicien au XIXe siècle qui s'appelle Le Verrier, qui va découvrir une planète sans l'avoir vue, juste en observant la perturbation notamment la perturbation d'Uranus. Il va déduire l'existence de Neptune. Voilà, la science a fait ses preuves. Je poursuis avec les preuves de la science de la relativité générale d'Einstein, qui va en quelque sorte détrôner la gravitation universelle de Newton. La gravitation d'Einstein a été validée par l'expérimentation, par l'expérience, en observant l'orbite de Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, et il va observer, il va expliquer un décalage que la mécanique newtonienne n'a pas pu expliquer, c'est-à-dire le décalage de la précession de l'orbite de Mercure de l'ordre de 47 secondes d'arc par siècle. Seconde d'arc par siècle, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une épaisseur d'un cheveu. C'est très très important. Il n'y a pas longtemps, on a découvert les ondes gravitationnelles, 100 ans après avoir été prévues par Albert Einstein. Alors maintenant, toujours au niveau de la méthodologie scientifique, je fais quelques petites références à de l'épistémologie. Pour Karl Popper, épistémologue, 1902-1994, une théorie scientifique est toujours provisoire. C'est-à-dire qu'elle peut être détrônée par une autre théorie. Prétendre à la scientificité est celle qui relève de la pseudo-science, comme la psychologie et la psychanalyse. Il considère, lui, que la psychologie et la psychanalyse sont des pseudo-sciences. Et pratiquement toutes les sciences modernes, il les considère comme des pseudo-sciences. Il appelle ce critère de falsifiabilité ou de réfutabilité, c'est-à-dire un critère qui fait qu'on puisse valider ou invalider une science à partir de 1. L'observation, 2. Théorisation, 3. Expérimentation. Donc la science, pour pouvoir valider son objet, elle doit faire cette trilogie, ces 3 étapes en question. J'observe, je théorise, et puis j'expérimente, je vérifie pour voir si je peux, disons, valider ou ne pas valider ma théorie. Donc là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Le Verrier qui a découvert, donc il a validé la théorie newtonienne parce qu'il avait découvert
une planète sans l'avoir vue. C'est une prévision intéressante. Pareil, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus puisque j'en ai parlé à propos de la relativité d'Einstein. Et je passe à l'économie. Je pense que c'est ce que vous attendez. Je passe à l'économie, je fais un petit aperçu de l'histoire de la pensée économique. Donc j'ai intitulé ça une petite histoire de la pensée économique. Et c'est pareil, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le cadre de la révolution copernico-galiléenne, c'est là où on a commencé à s'intéresser de manière un petit peu cognitive comment fonctionnent les logiques économiques. Alors le premier courant de pensée économique, on l'appelle le courant mercantiliste. Il est né au XVIe siècle avec les grandes découvertes, notamment la découverte de l'Amérique, le commerce de longue distance. Les mercantilistes, je ne sais pas tout à fait des théoriciens, c'était des conseillers du roi. Il fallait conseiller le roi pour savoir comment gagner la guerre économique. Il faut exporter, il faut importer, il ne faut pas exporter les produits alimentaires, il faut importer les produits alimentaires, parce que les produits alimentaires à cette époque-là étaient des produits stratégiques, etc. Il faut constituer une flotte maritime, etc. etc. Ça, donc, ce sont les mercantilistes. Alors, ils n'ont pas fait grand feu, ils ont, disons, duré un siècle à peu près. Le deuxième courant de pensée économique, et vous voyez, je fais exprès d'aller un peu vite, c'est le courant des physiocrates. 17e, 18e siècle. La physiocratie, c'est la force, il s'appelle, si je traduis le mot du latin, la force de la nature. C'est pratiquement le premier véritable courant de pensée économique. C'est un courant de pensée qui a été le premier à avoir un petit peu conceptualisé les choses. Il a pensé l'économie comme la circulation des richesses entre les classes sociales. La circulation des richesses entre les classes sociales. L'un des plus importants théoriciens s'appelle François Quesnay. Il était médecin de Madame de Pompadour. Médecin, il avait appris que d'autres médecins ont découvert la circulation du sang dans le corps, et il a imaginé que l'économie, c'est la circulation des richesses entre les classes sociales. Donc il a fait le parallèle entre la circulation du sang dans le corps et la circulation des richesses entre les classes sociales. C'est un courant de pensée qui a un petit peu une connotation religieuse parce qu'il considère que c'est Dieu qui fait le principal boulot quand le paysan met des graines dans la terre, c'est Dieu qui fait le travail. Mais après Dieu, il y a le paysan. Le paysan qui, lui, a travaillé la terre pour qu'on puisse mettre les grains dedans. C'est pour ça qu'il va distinguer les classes fertiles, paysans, agriculteurs, et les classes infertiles, toutes les autres classes sociales. Voilà. Ce courant, là, c'est pareil, il ne va pas faire long feu, il va quand même influencer les courants suivants. Alors, il va influencer qui? Il va influencer Adam Smith. Alors, Adam Smith, c'est quelqu'un, peut-être, qui vous dit quelque chose. Alors, Adam Smith, c'était, au départ, un philosophe. Il a écrit un livre de philosophie, et même plus qu'un livre de philosophie, qui s'appelle La théorie des sentiments humains. Mais il est plus connu par être économiste que philosophe. Alors, le courant qu'il va instituer s'appelle l'économie politique classique. L'économie politique classique. Alors, pourquoi l'économie politique? Tout simplement parce que le capitalisme, à cette époque-là, en Angleterre, c'était le capitalisme naissant. Les usines proliféraient partout. Les classes sociales se transformaient, la paysannerie devient classe ouvrière, etc., etc. Et il a fallu donner un sens à tout ça. Et il a considéré que le meilleur sens qu'on puisse donner à cette chose-là,
c'est l'idée de dire que ce que je vous propose comme modèle explicatif est un modèle de science. C'était surtout pour légitimer le capitalisme de son époque. Donc Adam Smith avait cette logique de légitimation du capitalisme de son époque. Voilà. Mais il n'empêche qu'il a construit une théorie intéressante. Mais on ne néglige pas l'élément fondamental de ce qu'il propose, ce qu'il a proposé, c'est-à-dire tout de suite, il vous le dit, pour lui, les lois de l'économie sont naturelles et universelles. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont naturelles et universelles. Il prend ça aussi chez les physiocrates. Voilà, il y a une espèce de descendance intellectuelle et une ascendance intellectuelle entre les deux. Le marché, c'est quelque chose d'important. Le marché, dès ce moment-là, va être considéré comme un lieu où, grâce à la main invisible, nous avons l'équilibre. Le marché crée l'équilibre grâce à cette fameuse main invisible. Alors ça, c'est un mot-clé très important chez lui. Il y a cette main invisible qui je ne sais pas comment elle fait, hein, vous savez, c'est très important de dire que quand on ne comprend pas quelque chose, on choisit une abstraction quelconque pour faire en sorte que les autres comprennent ce qu'on a envie de dire. La main invisible génère l'équilibre chez le marché. Voilà. Adam Smith va faire, et ça c'est une chose extrêmement importante, il va faire une théorie de la valeur. Et c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'une théorie économique ne peut être une véritable, entre guillemets, théorie économique que si elle nous propose une théorie de la valeur. C'est-à-dire comment se forment les prix, comment se forme la valeur. Et lui, il en propose un modèle de formation de valeur. Mais effectivement, le modèle qu'il propose est un modèle fondé sur l'idée que l'économie est une science. Voilà, c'est ce modèle-là qui est... Alors, comment se forme la valeur? D'abord, c'est quoi la valeur? C'est la marchandise. La marchandise, elle a deux valeurs. Ce qu'il appelle la valeur en usage, c'est l'utilité d'une marchandise, à quoi elle sert, et la valeur en échange, c'est le prix de la marchandise. Mais ni l'un ni l'autre ne se déterminent mutuellement. La valeur d'usage ne détermine pas la valeur d'échange. On peut avoir des objets de très forte valeur d'usage, comme l'eau, et une faible valeur d'échange. Le prix de l'eau n'est pas très élevé, quoique en ce moment il commence à l'être. Un bijou, il a une très faible valeur d'usage, il a une très forte valeur d'échange. Ça coûte très cher, le bijou. Voilà. Et puis il va construire une théorie de la valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est une valeur qui détermine les prix, c'est-à-dire le temps de travail. C'est la première fois qu'on construit une théorie en rapport avec le temps de travail nécessaire à la production de marchandises. Plus vous mettez de temps pour produire une marchandise, à l'époque, il donnait des exemples des chasseurs qui chassaient tel ou tel animal, on met plus de temps, etc., etc. Donc, la valeur de marchandise est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Voilà. Une fois la valeur d'échange est déterminée par ce temps de travail nécessaire à sa production, on la met sur un marché où la main invisible va lui donner ce qu'on appelle le prix de marché. D'accord? Alors, en gros, la présentation de la théorie de Adam Smith. Donc, Adam Smith structure, pense, conçoit une théorie qui va avoir une portée importante après dans la suite de l'histoire en question, justement. Je récapitule les mots-clés de la théorie de Adam Smith, c'est main invisible, valeur d'usage, valeur d'échange, prix naturel, loi naturelle, loi universelle. En gros, voilà ce que Adam Smith construit dans le cadre de son économie politique. Voilà, donc la valeur du marchandise est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Cette valeur sera son prix naturel. Le prix naturel deviendra prix de marché grâce à la main invisible. Donc c'est le résumé de ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour Adam Smith, l'État doit avoir un rôle minimum. C'est-à-dire juste un État régalien.
l'État doit s'occuper de justice, police et armée. Mais il n'y a pas que ça. Alors ça va me permettre de donner des nuances à un certain nombre de choses par rapport à ceux qui vont les suivre plus tard. C'est que Smith considère que l'État doit quand même faire des choses, au-delà de ce qu'il appelle le système régalien. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit construire des ponts, il doit construire des routes. On appelle ça des biens indivisibles. Il doit construire des ports. Il doit construire des écoles aussi. Des biens indivisibles. Des biens qu'on ne peut pas diviser. Et puis, il y a les biens divisibles. Alors, les biens divisibles, c'est les chaussettes, les voitures, tout ce que vous voulez. Eux, ils seront construits par les entreprises privées. D'accord? Donc, l'État s'occupe de l'indivisibilité des choses, et puis les entreprises privées s'occupent, elles, plutôt de choses qu'on peut acheter à l'unité. Voilà ce que je voulais dire à l'unité. Et il a ajouté deux petites nuances à cette première qui fait de l'État quand même, qui fait quelque chose et n'en a rien dans l'économie, c'est que deux petites choses. La première petite chose, à son époque, il y a eu une crise financière très très grave. Il y a eu ce qu'on appelle la bulle financière qui a éclaté, et je crois sur 23 banques, 20 ont été décimées par la crise financière. Et après ce qu'il dit, par rapport à ça, il dit non, l'État ne doit pas laisser la sphère financière au privé. Donc il va falloir qu'il s'en occupe. Et donc l'État va réguler la finance. Et ça se dit pas beaucoup, hein, quand on fait de la littérature, etc. Ça se dit pas beaucoup. Et puis pourtant, Adam Smith dit oui, il va falloir faire ça. Et le deuxième autre détail que j'ai envie de noter, c'est celui de la construction d'écoles que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors je m'explique rapidement. Adam Smith parle de division du travail. La division du travail, c'est quelque chose d'essentiel. La division du travail, c'est-à-dire que chaque individu dans la société doit s'occuper, doit faire ce qu'il sait faire le mieux. Et en faisant ça, c'est-à-dire en faisant valoir son intérêt personnel, son intérêt individuel, il fait valoir l'intérêt général. Et c'est toujours par la fameuse main visible. Mais quand il va être inséré dans la division du travail, il va être abruti, l'individu. Et donc, pour que cet abrutissement ne puisse pas déteindre sur ses enfants, on va faire des écoles pour eux. Donc, Adam Smith propose de faire des écoles pour les enfants d'ouvriers. En gros. Voilà. Donc, pour aller vite, Adam Smith, il construit une théorie qui fait valoir les logiques du marché, mais aussi, à côté des logiques du marché, il y a des logiques non marchandes. Donc ça, c'est très important. Alors, toujours dans l'esprit de la succession dans l'histoire, il y a Marx. Marx arrive après Smith. Marx va s'inspirer de Smith, c'est vrai. C'est-à-dire, il va reprendre des éléments de l'économie politique en critiquant l'économie politique de manière extrêmement violente. Marx va reprendre la philosophie de Hegel, notamment la dialectique de la philosophie de Hegel, et va aussi prendre des thèses du socialisme français. Ce qui m'intéresse, c'est ni la philosophie de Hegel, ni le socialisme français, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il prend chez l'économie politique classique. Donc il va reprendre chez les classiques, Smith, Ricardo, John Stuart Mill, etc., il va reprendre l'idée que la marchandise a deux valeurs. Il va les appeler valeurs d'échange, valeurs d'usage. Il va reprendre l'idée que le temps de travail détermine la valeur sociale des marchandises. La valeur d'usage, c'est ce qui confère le caractère social à une marchandise, mais qui ne détermine pas la valeur d'échange, le prix, etc. Donc vous voyez, je répète la même chose, avec une certaine sophistication proposée évidemment par Marx. Alors Marx va continuer, il va construire
un système qui permet d'expliquer d'où vient le profit. Parce que nous ne l'avons pas chez Smith. Smith ne nous dit pas comment se forme le profit. Et l'analyse de Marx nous le fait comprendre à travers la production de ce qu'on appelle la plus-value. C'est-à-dire le profit ne peut provenir que du travail vivant du salariat. L'ouvrier va travailler, par exemple s'il travaille 8 heures par jour, il va produire de la valeur pendant 8 heures par jour, mais il ne touchera pas en équivalent salarial de ces 8 heures. S'il touche 4 heures, il ne touchera pas les autres 4 heures. Les autres 4 heures qu'il ne touchera pas, c'est la valeur qui a été produite pour le capitaliste. Marx va l'appeler la plus-value. Cette plus-value, c'est la marchandise qui va la structurer, et une fois cette marchandise est mise sur le marché, cette plus-value devient profit. Ce profit, s'il n'est pas consommé totalement par le capitaliste, il deviendra capital. On appelle ça le capital mort. Donc le capital vivant, c'est le travail vivant de l'ouvrier, le capital mort, c'est-à-dire tout est capital dans l'économie, chez Marx. Tout est capital et tout est processus de formation du capital. On part du travail vivant au travail mort. Une machine, c'est du travail mort. Mais avant d'être mort, ce travail était vivant. C'est-à-dire, il était la logique d'exploitation qui a fait naître cette valeur-là. Très bien, voilà, donc en gros. Évidemment, c'est pas la peine de continuer trop loin en disant, pour Marx, et par excellence, les lois d'économie sont construites politiquement et juridiquement. Toutes les lois que les assemblées nationales, en dehors des assemblées nationales, dans les formes royales, etc., ont été conçues pour faire promouvoir l'accumulation et la plus-value. C'est dans cet esprit que le Marx va construire la théorie à travers, on peut le lire dans le Capital de Marx, on peut le lire dans la critique de l'économie politique de Marx, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'ouvrages qui vont dans ce sens. Me voilà arrivé à l'essentiel. L'économie politique néoclassique. Alors donc je dis tout de suite que dans le travail intellectuel des économistes, les libéraux, nous on les appelle les néoclassiques. Donc je veux qu'on habitue un petit peu l'oreille au mot néoclassique. Alors pourquoi néoclassique? Dans néoclassique, il y a néo et classique. J'en vois rien là. Néo, ça veut dire quoi? D'abord classique, ça veut dire qu'il s'inspire de la théorie classique. Il s'inspire de Smith, de Ricardo, de Jean Stuart Mill, de Malthus, Robert Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, etc., etc. Il s'inspire de ces gens-là, non pas dans leur réflexion sur la manière dont la valeur est produite, mais dans la réflexion sur la manière dont le marché fonctionne. Donc ils vont prendre au classique le marché, autorégulé, et vont en faire un dogme, le marché se régule tout seul. Ils gardent accessoirement la théorie de la main invisible, mais le marché se régule tout seul. On ne sait pas comment, mais il se régule tout seul. Alors évidemment, ils vont mettre les conditions, etc., de la régulation du marché. Et ils vont abandonner la notion de production de valeur matérielle par les classiques. Ce n'est plus le temps de travail socialement nécessaire à sa production, mais ce sera remplacé par autre chose. Alors c'est quoi cette autre chose? Et encore une fois, c'est très important. Sans l'abandonner à 100%, hein. C'est-à-dire il y a quand même toujours la notion de travail, de faire susciter le travail, etc., etc. Toujours, hein, en référence au classique. Mais le travail va produire quelque chose d'objectif. On va objectiver le travail. D'accord? Donc la valeur travail, on en prend une partie, mais on y ajoute quelque chose de nouveau, une valeur subjective du travail. C'est toute une
série d'économistes qui vont s'y atteler. C'est-à-dire, en fait, la marchandise, elle a deux valeurs. Non pas valeur d'usage, valeur d'échange, que j'ai évoqué tout à l'heure, mais une valeur objective et une valeur subjective. La valeur objective, c'est le travail, évidemment, on va prendre, etc. Et puis une valeur subjective, c'est-à-dire, en gros, ce sont les individus consommateurs qui vont participer à la formation de la valeur dans leur esprit. On appelle ça l'utilité. L'utilité. La valeur, utilité. Voilà. Le panorama est planté comme ça. Qui est à l'origine de ça? Bon. C'est vrai, on a tendance à penser que l'essentiel des économistes sont des Anglais. C'est faux. Pratiquement les deux principaux fondateurs de la pensée économique sont français. Néoclassiques, hein. Ils sont français. Je vais en parler tout de suite après. Mais pour l'instant, je vais essayer d'émettre les principales hypothèses de la théorie néoclassique. Les hypothèses, j'insiste là-dessus, des hypothèses. Si les hypothèses sont confirmées par l'expérience, par la réalité, ça devient quelque chose d'important, de valide, etc., etc. Mais en ma connaissance, et je vais le montrer au fur et à mesure, aucune hypothèse n'a été confirmée. Alors je vais donc reprendre les principales hypothèses de la théorie néoclassique. Formulées, alors ces hypothèses sont formulées par le principal économiste néoclassique qui était français, c'est Walras. Walras, c'était un économiste français, il avait été en Suisse, il a formé une école, etc. Et il va être secondé par d'autres, mais c'est le principal concepteur de la théorie néoclassique. Léon Walras. Alors les hypothèses. Première hypothèse. Alors je ne les classe pas, hein, elles valent comme ça dans l'ordre des choses. Première hypothèse, les individus sont rationnels. Les individus sont rationnels. J'aimerais qu'on m'explique. Les individus sont rationnels, ça veut dire qu'ils sont fondamentalement calculateurs. C'était dans le cerveau et pensé comme étant un ordinateur. Sans cesse, l'individu doit peser le rapport qualité-prix, etc., et faire des choix, des arbitrages entre tel ou tel achat, etc. On est donc fondamentalement calculateur. Donc c'est le principe qui fait l'usage du mot homo economicus, ou pouce comme vous voulez, si je fais un petit peu de latin. L'homo economicus, c'est le mot rationnel. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je ne le dirai pas après, que cette vision des choses, elle sera reprise par une sociologie et par une économie sociologique néoclassique. Dans ce micmac, je précise que un économiste sociologue, Gary Becker, il est encore vivant, il a fait une extension de la théorie néoclassique dans le domaine de la sociologie, je ne dis pas d'anthropologie parce que ça ne relève même pas d'anthropologie. Il dit que tout ce que nous faisons dans notre vie est le résultat de l'homo economicus. Et il enlève le terme homo sociologicus. C'est-à-dire, quand on fait des études, on fait des choix rationnels. Ensuite, quand on va se marier, on fait des choix rationnels. Ensuite, on va faire ou ne pas faire des enfants, ce sont des choix rationnels. Ensuite, on va dire, tiens, ma rationalité me dit que je dois divorcer, un choix rationnel, etc., etc. Et ce monsieur a eu le prix en l'honneur de Nobel d'économie. C'est pas le prix Nobel, hein, c'est le prix en l'honneur de Nobel de l'économie. Donc il a étendu à toute la sphère sociale le terme de rationalité. Et il a même dit que, au fait, le seul lieu démocratique d'une société, c'est le marché. C'est lui qui fait les choix. Donc, on va faire une confiance aveugle au marché. C'est le marché qui décide ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, etc., etc. C'est le mot économique dans le sens. Il rejoint un petit peu en sociologie l'individualisme et l'idéologie. Un petit peu. Bon. Donc, première hypothèse, c'est l'hypothèse de la rationalité. Deuxième hypothèse,
c'est le marché s'autorégule tout seul. Donc on reprend ça chez les classiques, l'économie politique classique. Le marché s'autorégule tout seul. C'est-à-dire, par je ne sais quel miracle, le marché finit toujours, que ce soit le marché comme ça, des biens et des services, c'est-à-dire on met les prix en ordonnée, les quantités en abscisse, il y a la demande de marchandises et l'offre de marchandises. Je dis par exemple, quand le prix est trop bas, la demande est élevée. Quand le prix est trop bas, tac, non, là c'est quand les prix sont trop hauts, la demande est faible, la quantité demandée est faible. L'offre, ce sont les entreprises. La demande, ce sont les consommateurs. Et vous voyez, entre les deux, il y a l'équilibre. L'équilibre, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Vous avez le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Le marché, tous les marchés, c'est comme ça. J'ai le marché des cacahuètes, le marché de la viande, le marché de gros, le marché de détail. Tous les marchés sont comme ça. D'ailleurs, il y a un autre marché. Celui-là, c'est le marché du travail. C'est un marché aussi. Alors, le marché du travail, c'est le même. Alors, vous savez, des fois on fait une courbe, des fois on fait une droite. C'est pas grave. Donc, ça prouve que c'est pas très scientifique. Vous mettez le salaire. Et là, vous mettez les emplois. Salaire, emploi. C'est-à-dire, il y a des mathématiciens dans la salle, eux, ils ne comprennent pas comment on met les variables d'ajustement en haut et la fonction, on la met en bas. Ils sont tordus, les économistes, c'est comme ça. Normalement, la variable, c'est en bas. Vous avez la demande de travail. La demande de travail et l'offre de travail. La demande de travail, ce sont les entreprises. C'est les offres d'emploi. La demande de travail sont les offres d'emploi. Alors, quand les salaires sont très élevés, les entreprises n'embauchent pas. Tac, il y a très peu d'embauches. Quand les salaires sont très bas, les entreprises embauchent massivement. Offre de travail, côté chômeur. Quand les salaires sont bas, ils ne vont pas travailler. Et quand les salaires sont élevés, ils vont travailler. Et la rencontre entre les deux, vous voyez, c'est exactement le même type que tout à l'heure, c'est l'équilibre du marché du travail. Alors l'équilibre du marché, quand l'offre est égale à la demande, ça veut dire que le plein emploi est réalisé. Quantité d'équilibre, c'est le plein emploi. Si par malheur, vous mettez un salaire minimum ici, ça bloque ici. Et ça crée du chômage. Tout ça, c'est du chômage. Donc le marché du travail, c'est très simple. La valeur d'ajustement, la variable d'ajustement, c'est le salaire. Il suffit de baisser les salaires pour créer des emplois. Donc il suffit de supprimer le SMIC. De supprimer le SMIC, vous n'avez plus de problème. Vous embauchez à tour de bras, etc., etc. Donc non, vous voyez, là, c'est un exemple que je voulais vous donner. Je peux faire la même chose avec le marché de la monnaie. Dans le marché de la monnaie, je mettrai investissement et épargne et comme variable, le taux d'intérêt. Voilà, nous avons des choses qui se présentent comme ça. Et nous avons un marché qui s'équilibre. Et il suffit qu'il y ait une banque centrale européenne, il suffit qu'il y ait une banque centrale qui soit guidée par les marchés, que celle-ci impose son taux d'intérêt en fonction de l'offre et de demande de monnaie. Et ainsi de suite. Donc je peux continuer, je peux donner tout un tas d'autres exemples. Donc, cet esprit. Alors, donc, je continue les hypothèses. Alors, d'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque. Une petite remarque. Alors, petite remarque, c'est que Walras, j'ai dit Walras était le concepteur vraiment le penseur de la théorie néoclassique, et Léon Walras, lui, qui était le concepteur, il pense qu'un salaire minimum, c'est quelque chose de pas très mauvais. Vous voyez, celui qui pense ça, il dit que le salaire minimum n'est pas très très mauvais parce qu'il va protéger une frange de la population de la pauvreté. Voilà. Donc, voilà, vous avez cette hypothèse-là, évidemment, l'hypothèse de la concurrence pure et parfaite.
concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire une concurrence qui fait en sorte que l'État n'intervient pas, ni par l'impôt, en prélevant l'impôt, ni par ses dépenses publiques, ni par les réglementations. Donc si vous mettez... Alors c'est pour ça que j'ai utilisé le mot comment dire... le monde idéal de la théorie néoclassique, le monde idéal, c'est un monde de la concurrence pure et parfaite. Donc, il y a d'autres hypothèses, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout formuler, mais il est très important de dire qu'il n'y a aucune hypothèse qui soit valide scientifiquement, si on veut faire. Aucune. Ceux qui sont à l'origine de la théorie de l'utilité, évidemment, c'est Jevons. Lui, c'est un économiste britannique. Et Menger, économiste autrichien. Alors, oui, c'est ça. Ces économistes ont inventé ça, ils ont inventé le calcul marginal, on appelle ça la révolution marginale chez les néoclassiques, et je ne sais pas si j'ai le temps de faire du Keynes rapidement. Donc encore une fois, la théorie néoclassique n'a pas fait ses preuves. Je reviens tout à l'heure là-dessus rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Le modèle keynésien. Le modèle keynésien est un modèle qui est né au XXe siècle. Il est en tout point opposé au modèle néoclassique. Il est opposé, par exemple, sur le niveau d'analyse de l'économie. Il est fondé sur le circuit. Donc il reprend un petit peu le Physiocrate que j'avais évoqué tout à l'heure. L'économie keynésienne est une économie par circuit. Le marché n'est qu'un moment du circuit. Le principal régulateur de l'économie, c'est l'État, avec le marché. Mais c'est l'État, quand le marché dérive, l'État, lui, trouve toujours le moyen de faire ça. L'État intervient, il intervient avec ce qu'on appelle des politiques anticycliques pour faire de la croissance et par des dépenses publiques, etc. etc. C'est ce qui a été... Le keynésianisme a été utilisé pendant 25 ans après. Hein, donc toute l'histoire de l'économie n'a été utilisée que dans cette période-là. Le moteur de l'économie, c'est la demande. Il suffit d'augmenter les salaires pour que les gens achètent, pour que l'offre suive la demande, alors que la théorie néoclassique est une théorie de l'offre. Jean-Baptiste C. Donc je n'en avais pas parlé tout à l'heure, malheureusement je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. L'individu n'est pas rationnel, son comportement est à caractère psychologique. Les gens, quand ils sont optimistes, ils consomment. Quand ils sont pessimistes, ils épargnent. Les entrepreneurs, quand ils sont optimistes, ils investissent. Quand ils sont pessimistes, ils n'investissent pas. Voilà. On peut relancer l'économie par la consommation. Et la radicalisation de la théorie néoclassique, j'avais dit, cette radicalisation va se faire avec un certain nombre d'économistes qui sont Hayek, qui est l'économiste anti-interventionniste de l'État. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « La route de la servitude ». Pour lui, la route de la servitude, c'est la route que mène l'État vers la servitude. Ça, c'est Hayek. Le deuxième, c'est Milton Friedman. Milton Friedman, c'est l'économiste monétariste, c'est lui qui est à l'origine de l'indépendance des banques centrales. Pour lui, les banques centrales ne peuvent pas dépendre des États, puisque les États n'ont pas à faire de l'économie. Et la monnaie ne peut pas être créée non plus par les banques centrales. Vous savez que la monnaie, aujourd'hui en France et ailleurs, elle est créée par les banques commerciales. Quand vous faites un crédit à une banque, cette banque ne va pas chercher de l'argent dans son coffre pour
satisfaire ce crédit, c'est juste une écriture de bilan de la banque. C'est-à-dire la monnaie créée par la banque est une monnaie virtuelle. Et au fur et à mesure qu'on va rembourser cette monnaie, la monnaie va être détruite. Et ce qui reste, évidemment, ce sont les intérêts, c'est-à-dire le profit des banques. Milton Friedman, il est à l'origine de ça. Milton Friedman préconise que les banques centrales n'ont qu'une fonction, pratiquement qu'une seule fonction, c'est la lutte contre l'inflation. Quitte à ce qu'on aille vers la déflation, peu importe, mais c'est la lutte contre l'inflation. Et je fais, ici, j'ai exposé un graphique qui montre, ce graphique montre, regardez, je mets le taux d'inflation en ordonnée, le taux de chômage en abscisse. Vous voyez, quand l'inflation diminue, le chômage augmente. Ça veut dire tout simplement que le chômage résulte d'une très faible inflation. Si vous avez une déflation, c'est-à-dire une inflation négative, vous avez un chômage de masse considérable. Donc si on maintient l'inflation autour de 1 à 2%, eh ben, nous avons un salaire, un chômage massif qui va faire pression sur le salaire vers le bas. Voilà, j'ai énormément de choses à dire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. C'est juste pour laisser la possibilité de poser des questions. Voilà. Je reconnais avoir un peu précipité la fin en montrant un montre. Bien, mais il y a toujours un espace qui est laissé au débat. Alors maintenant, donc... On a combien de temps? C'est 8h30, nous avons donc une demi-heure. Voilà. Est-ce qu'il y a donc des questions? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça marche. Est-ce que vous voulez passer le micro, s'il vous plaît? Je voudrais d'abord remercier Osni pour sa présentation d'une rare qualité pédagogique sur le survol des courants de pensée. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand tu dis qu'il y a évidemment des lois en économie et que tu nous montres au travers de ton exposé le fait que les théories économiques qui se succèdent démolissent les théories précédentes, y a-t-il encore des lois? C'est ce que tu as dit tout à l'heure, il y a bien évidemment des lois en économie. Alors, ma première question, ça serait lesquelles? Et est-ce que tu ne prends pas le risque de ne pas laisser loin dans la critique de l'économie néolibérale, enfin néoclassique, en considérant que l'économie n'est pas fondamentalement politique, puisque avant de s'appeler sciences économiques, les cours à l'université s'appelaient cours d'économie politique. Et à partir de là, l'économie s'enracine complètement dans le social, dans la politique, et elle perd totalement son aspect scientifique. Et l'opposition qu'on serait tenté de faire entre les sciences humaines, qui pour moi ne sont pas des sciences d'ailleurs, comme la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, que tu disais, c'est vrai qu'on les appelle comme ça sciences molles, et qu'on opposerait l'économie en tant que science dure, ça me paraît une opposition pas du tout possible. Si, encore une fois, il y a eu un livre de Frédéric Lebaron qui enseignait à l'économie à l'UPJB sur croyance économique. Bourdieu aussi montre très très bien les impacts sociologiques de l'économie. À partir de là, il n'y a plus d'aspect scientifique. Donc, est-ce que tu ne vas pas assez loin dans la critique de l'économie, qui n'est pas seulement une science exacte, et ça tu l'as très bien démontré, mais qui n'est pas une science du tout? C'est pas une science du tout. Tu vas encore plus loin que moi. Ah oui, ah, ben, totalement, c'est ce que je viens de dire. En filigrane, tu as fait un peu de critique, tu as bien fait, tu n'avais pas le temps de détailler, mais la courbe de l'offre allemande, que beaucoup d'enseignants d'économie continuent à présenter devant des élèves, voire des étudiants, ce qui est beaucoup plus grave. C'est une débilité absolue. Absolue. Déjà, de considérer que le consommateur n'achète en fonction du prix, toute la sociologie, voire la psychanalyse aujourd'hui, avec tout l'aspect imaginaire dans
les achats de consommation montrent que ça n'existe pas. Et même si on voit la courbe d'offres, on dit que l'entrepreneur sort du marché lorsque le prix est trop bas. On voit bien que les pauvres cultivateurs, quand les prix baissent, ils sont obligés, parce qu'ils ont des remboursements de crédit agricole à faire, ils sont obligés de produire plus. Donc cette courbe est complètement débile. Alors qu'est-ce qui reste comme loi? Tu vas pas être très sévère sur la pensée marxiste. Tu es en filigrane des autres théories, tu les as mieux allumées, parce que je suis d'accord avec toi, mais sur Marx aussi. Ah, pardon, j'ai bougé. Oui, il y aurait eu comme ça. Il y a eu des aspects en filigrane assez critiques que je partage évidemment la critique, sauf sur Marx où je n'ai pas senti beaucoup d'aspects critiques. Mais alors donc, si on revient, tu ne vas pas toi jusqu'à dire que l'économie n'est pas une science. Mais quel reste-t-il des lois aujourd'hui en économie? De toute façon, on en a besoin parce que, on en a besoin dans le sens où on a besoin comment dire, de faire des prévisions, par exemple. Et ça, c'est une partie de la conférence que j'ai pas pu montrer, que les projections, c'est-à-dire les prévisions, n'ont jamais, et pourtant on en a besoin. On en a besoin. Je ne parle pas, par exemple, de prévision du prix du pétrole. Il y a eu des études qui ont montré que les prévisionnistes. Comment voulez-vous, par exemple, que les prévisionnistes, quand ils vont projeter cette histoire de prix du pétrole, comment voulez-vous qu'ils prévoient une guerre qui va être à l'origine, des deux chocs pétrolier, c'est de 1973 et 1960. Comment voulez-vous qu'ils devinent qu'il va y avoir une guerre et qu'il va se répercuter? C'est impossible. Donc il y a un facteur humain qui n'est pas, évidemment, dont on ne tient pas compte. Maintenant, par exemple, pour faire son budget, un gouvernement, il a besoin d'une hypothèse de croissance. Même si on peut critiquer la manière dont le calcul de la croissance se fait. Hein? Alors, s'il fait son budget pour l'année d'après sur une hypothèse de croissance fausse, tout sera faux après. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire, par exemple, récemment, on a fait une hypothèse de croissance sur 1,8, alors que la croissance était plus faible. On a besoin de ça. Walras, lui, il a construit toute une théorie mathématique sur les prix, et il s'est rendu compte que ça ne marche pas. C'est vrai, ça ne marche pas. Maintenant, on peut leur laisser la latitude de dire qu'ils sont une science molle, tout simplement. Et ça les vexe un peu plus. Et tu ne penses pas que c'est une science molle, toi? Moi, je pense que c'est une science molle comme une autre. Il y a une question pour donner la parole à tout le monde, à tous ceux qui souhaitent en tout cas. Vas-y. Bonsoir, merci pour l'exposé. Je ne suis pas du tout économiste et ça m'a beaucoup éclairé sur plein de choses. Par contre, j'ai une formation scientifique et donc par rapport aux néoclassiques, les dogmes qu'ils mettent en avant, moi je faisais le parallèle avec par rapport aux théories de l'évolution qui sont battues en brèche par les créationnistes et qui aujourd'hui utilisent un vocabulaire scientifique pour justifier le créationnisme. Enfin, je trouvais ça très intéressant de ce point de vue-là. C'est une première réflexion. Deuxième réflexion, donc ça n'a pas été très développé par rapport au... moi j'avais une conception de la succession des sociétés. On a parlé d'antique, féodal et capitaliste. À chaque fois, il y a un développement des sociétés, une apogée, puis une chute. Donc, est-ce qu'on peut envisager la chute du capitalisme aussi, notre société actuelle? Et troisième remarque, donc lorsqu'il y a des crises économiques actuellement, contrairement aux revendications, à ce que préconise Friedman par exemple, j'ai l'impression qu'en fait justement les États sont très impliqués justement dans le maintien des banques et donc contrairement à l'ultralibéralisme qui est préconisé, c'est au contraire justement les États qui sont très impliqués pour maintenir certaines banques en tout cas. Et voilà, parce que c'est pas, je sais pas si c'est des questions qui ça ouvre.
y a au moins une question. Est-ce que le système capitaliste est destiné à disparaître ou est-il naturel? Je réponds rapidement. Ta première question sur l'évolution et le parallèle entre l'évolution et la pensée néoclassique, le parallèle, il est explicite dans les écrits d'un certain nombre d'économistes. Je donnerai une petite référence après. C'est le darwinisme économique. Le darwinisme économique, c'est quoi le darwinisme économique? C'est, en fait, si vous livrez tout le monde sur un marché autorégulé où il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien que la concurrence entre les individus ou une concurrence entre les entreprises, eh ben, ce sont les plus forts qui vont s'en sortir, et tant pis pour les plus faibles. C'est le darwinisme économique, encore une fois, écrit noir sur blanc par les économistes néoclassiques. Comment dirait Raymond Barre, qui était le Premier ministre pendant les années, à la fin des années 70, il parle des canards boiteux. Les canards boiteux, par exemple, il parle des entreprises qui sont en difficulté. Il disait, parce que j'insiste là-dessus, parce que le libéralisme, c'est l'élimination toujours du plus faible, y compris au niveau des entreprises les plus faibles. Quand elles n'arrivent pas à tenir le choc, on les laisse s'éliminer. Et c'est pareil dans la société, c'est-à-dire si vous avez des gens qui ne tiennent pas la route parce qu'ils sont handicapés, parce que ils sont éliminés aussi. Et ils considèrent que l'élimination du plus faible est un plus pour la société. C'est le darwinisme économique. Alors on peut lui ajouter le darwinisme social et on a quelque chose d'aussi grave. Ça c'est le premier aspect de la question. Très rapidement, la question du mode de production, la conceptualisation du mode de production se fait soit en termes de mode de production, soit en termes d'organisation économique et sociale. Ce sont deux termes que j'ai utilisés. Il est vrai qu'à posteriori, c'est-à-dire quand on fait l'étude de l'histoire, il y a des formes qui vont se succéder, des formes historiques qui vont se succéder, qui ne se ressemblent pas. Rien ne ressemble à l'esclavagisme, à l'antique esclavagisme que la féodalité, même si la féodalité est issue de l'esclavagisme et qu'il s'est passé des choses sans que ce soit mécanique, j'insiste là-dessus. Il s'est passé des choses qui ont fait qu'on a basculé du mode de production antique esclavagiste vers le mode de production féodal, et il s'est passé beaucoup de choses aussi, c'est la dialectique de l'histoire, évidemment, qui est un peu longue à proposer et à montrer comment ça fonctionne, qui a fait basculer la féodalité vers le capitalisme. Maintenant, il n'y a absolument aucune raison que le capitalisme soit le dernier mode de production. C'est juste là où je veux en venir. Le troisième, rapide, puisque vous posez trois questions, il y a une chose aussi que j'aurais pu dire, et je n'ai pas pu dire, parce que je n'avais pas le temps, c'est que le modèle néoclassique ignore les crises. Il n'y a pas de crise dans le modèle néoclassique. Il n'y a pas de crise parce que évidemment, si on leur dit, a posteriori, il y a des crises, il y a même des crises cycliques. Il y a des crises longues, les Kondratiev, les crises moyennes, les Juglar, les crises courtes, les Kijim, on leur donne des noms comme ça. Il y a des crises. Quand on leur donne ces exemples, ils disent oui, mais il y a des crises, c'est parce que les États interviennent, les syndicats interviennent et vont générer des crises. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de crise? Ils disent qu'il n'y a pas de crise parce que la concurrence pure est parfaite, parce que les ressources sont infinies. Ça, c'est aussi une hypothèse néoclassique que je n'avais pas dit tout à l'heure. Les ressources sont illimitées et donc il n'y a pas lieu d'avoir de crise. C'est-à-dire, quand on leur dit oui, mais vous exagérez quand même, les crises sont là, effectivement, mais vous ne les voyez pas, ils disent on n'a pas les moyens de les prévoir. Eh bien, je suis désolé, Le Verrier, j'ai parlé de Verrier exprès tout à l'heure, il a pu, en utilisant les équations de Newton, il a pu prédire l'existence d'une planète, Neptune, que Le Verrier n'avait pas vue. Il n'a pas vu, il a vu les perturbations de Uranus par cette planète sans la voir, et puis après ça a été confirmé quand on l'a observé. Et bien on leur dit, faites pareil, utilisez les équations mathématiques
qui vont vous permettre d'enlever les perturbations de l'État et prévoyez les crises. Eh bien non, ils ne prévoient pas les crises. Il n'y a pas de crise. Et je voulais aussi dire que la crise des subprimes de 2008 a été prévue par un anthropologue, Joriot, il s'appelle Joriot, 3 ans avant la crise des subprimes. Alors qu'aucun économiste néoclassique, ni d'ailleurs pas néoclassique, n'a été futé prévoir cette crise. Alors que les ingrédients de la crise étaient là. Donc il n'y a pas de science économique. D'accord ? Oui, Bonsoir et merci. C'est pas que je voudrais rebondir sur la question du monsieur là-haut, mais votre remarque sur les ressources illimitées me fait penser à une phrase que j'ai entendue qui disait la personne qui s'imagine une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un ultra-libéral. Je dirais un néoclassique pour... Ou bien les deux. Voilà. Donc, c'est pas que je voudrais rebondir sur la question précédente, mais dans ces cas-là, quel avenir pour le capitalisme? Oui, je rebondis aussi, chaque fois que vous posez une question, ça me rappelle un truc que j'avais pas dit, malheureusement, j'avais pas... Hein. C'est quoi la science pour les néoclassiques? Alors je le dis, ça, hein, je le sais, dans la littérature, la science pour les néoclassiques, c'est quelque chose d'exogène à l'économie, c'est extérieur, c'est pas dans l'économie, la science elle n'est pas dans le marché, d'accord? Et la science qui est exogène à l'économie est analysée comme une boîte noire. Il se passe des choses, on ne sait pas comment. Par exemple, quand on leur dit, oui, il y a quand même des progrès dans la productivité, ils disent, oui, c'est une boîte noire, on a de bonnes surprises, parfois de mauvaises surprises, et donc ils considèrent la seule chose qui suscite la croissance, ce sont les facteurs de production, capital, travail. Ça s'arrête là. Alors maintenant, effectivement, si j'ai pris cette trajectoire pour répondre à votre question, c'est pour tout simplement dire que le butoir, évidemment il y a 2 butoirs à l'avancée de la démagogie néoclassique. Un, c'est le butoir social, évidemment, parce que le libéralisme génère des inégalités considérables, énormes inégalités. Donc, depuis qu'ils sont là, je vous prie de croire, même si on nous dit, oui, on a sorti des Chinois de la misère, etc., c'est le libéralisme, c'est pas si simple que ça. Et la deuxième chose, c'est le butoir de la question du climat. Et quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous savons que la problématique climatique, c'est une problématique aussi économique. C'est-à-dire, c'est une problématique liée à la quête de profit, à la quête de chiffre d'affaires, le maximum possible, etc., etc. Alors, leur réponse, c'est une réponse extrêmement ambiguë. La technologie nous sortira de là. C'est-à-dire, au lieu de dire la solution, je ne parle pas pour eux, parce que c'est un suicide de leur part que d'affirmer des choses comme ça. Si vous dites que la technologie nous sortira de là, la technologie vient de la science, et la science, vous n'y croyez pas. D'ailleurs, vous savez, la science, ils n'y croient pas, parce que tout simplement, ce qui fait évoluer la science, ce sont les dépenses publiques. Au niveau de la recherche fondamentale, alors les dépenses publiques n'ont pas de sens pour eux. Encore une fois, je parle du modèle néoclassique comme un modèle idéal. Max Weber appelle ça l'idéal type. C'est-à-dire dans sa splendeur de la concurrence pure et parfaite, eh ben, le marché nous tirera vers la solution du problème climatique. Les techniciens, les scientifiques trouveront une solution. Les techniciens, les scientifiques auxquels on ne croit pas. Voilà. Bonsoir. Une question plus modeste à propos des médias. Si on fait l'hypothèse que pour les journalistes,
l'idée, l'invention du prix Nobel d'économie, c'est pas l'ignorance. Alors c'est quoi, du consentement, de la soumission? J'ai pas bien Si compris. on fait l'hypothèse, comme il a été dit dans la conférence, que pour les journalistes, le fait d'inventer le prix Nobel d'économie qui n'existe pas, c'est pas de l'ignorance. Si on fait cette hypothèse-là, parce que ça reste à prouver pour certains, est-ce que c'est donc à ce moment-là du consentement ou de l'ignorance, ou de la soumission, pardon? Je pense que ce n'est pas neutre. Inventer le prix en l'honneur de Nobel n'est pas neutre. La preuve, c'est que ou bien les autres économistes sont vraiment nuls et ne méritent pas d'avoir un prix, ou bien les autres sont excellents. Je parle des journalistes en tant qu'individus. Ah, les journalistes, ils le savent. Je suis sûr qu'ils le savent. De toute façon, nous, on le sait. Ils n'ont pas forcément toute la culture. Hein. Ça... Il y a eu des publications, il y a eu de nombreuses publications à ce propos. Quand je regardais les courbes, ça m'a rappelé les modèles que j'ai étudiés dans mon parcours biologie-chimie de l'écologie, les modèles d'écologie. Alors ce sont des modèles scientifiques, là pour le coup ce sont des modèles scientifiques. Et alors quand on voit l'importance de ce genre de pensée, et alors tu parlais d'idéalité tout à l'heure, je dis d'idéalité, mais c'est pas Platon par hasard, c'est pas Platon qui nous revient, ou qui n'est, en fait, qui revient, non, il n'est jamais parti. Hein. Ça fait un peu froid dans le dos, et je posais cette question, est-ce que le darwinisme social, ce n'est pas l'horizon de notre paradigme de pensée? Si on ne change pas notre façon de penser de façon fondamentale, est-ce que ce n'est pas l'horizon? Et c'est-à-dire un modèle écologique, c'est-à-dire effectivement la survie et le repeuplement par les plus adaptés au milieu, à l'environnement. Alors ces gens, le darwinisme social, ces gens n'ont pas lu Darwin. Hein. Le darwinisme ne s'applique pas à l'être humain de cette façon-là. Il peut s'appliquer à l'être humain, mais pas de la façon sociale. Je pense que Darwin, quand il a écrit son livre, il avait certainement la question à l'esprit. C'est-à-dire, il pensait qu'on va faire un mauvais usage de ses travaux. Il le savait. Et donc, il a fait un avertissement. Oui. Il a fait un avertissement, il a dit, voilà, ce qui différencie effectivement, l'homme est concerné par le darwinisme, forcément, mais ce qui spécifie l'homme par rapport au reste, c'est-à-dire le règne animal et végétal, etc., même si on peut évidemment revoir cette manière de voir les choses, aujourd'hui par rapport à la question animale, etc., c'est que l'homme, il a inventé l'empathie, il a une empathie, ou en tout cas, il a inventé la culture qui protège les plus fragiles parmi nous. C'est ça, la spécificité de l'homme dans l'évolution, par rapport à l'animal, lui qui n'a pas cette culture qui lui permet de se préserver par rapport à ça. Mais bon, il faut faire attention, mais moi, en ce qui me concerne, le darwinisme économique et le darwinisme social, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, je ne vois pas la différence. Quand le darwinisme économique consiste à dire tout le monde ira mieux quand les plus faibles seront partis, que ce soit des entreprises ou des individus, c'est pareil. Je ne vois pas la différence. Monsieur? Ah, je viens trop. Il faut que ce soit rouge. Désolé, je ne suis pas à la trame des questions. Je reviens 2 questions en avant. Ça marche pas. C'est pas grave, vous m'entendez tous? Donc,
un point super important que vous avez évoqué sur l'écologie, et juste pour rebondir là-dessus, et peut-être pour nuancer un petit peu ce que vous avez dit sur les néoclassiques et leur vision des choses par rapport à l'écologie. Par exemple, je vais prendre Milton Friedman, lui est quand même prêt à dire que par rapport aux effets de voisinage, notamment sur l'écologie, une taxe serait peut-être nécessaire. Donc, en connaissant Milton Friedman, il déteste toutes les taxes, sauf peut-être sur cet aspect de développement durable et d'écologie. Donc, c'est juste pour peut-être nuancer un petit peu l'extrême en disant on donne tout au marché, et même lui disait que le marché n'est pas infaillible, il est faillible, mais comme l'État l'est aussi sur certains aspects économiques. Donc voilà, enfin, c'était juste un point pour peut-être dire qu'il ne comptait pas à 100% sur le marché, et voilà, nuancer. Si vous voulez répondre. C'est quoi la réponse qui a été donnée aujourd'hui? La première réponse, et qui continue, et qui apparemment ne porte pas de fruits, ce sont les accords de Kyoto. Les accords de Kyoto, c'est-à-dire, en gros, pour résumer, c'est la marchandisation du CO2, tout simplement. C'est-à-dire le droit de polluer. Voilà, vous avez droit, parce que vous avez tel PIB, produit intérieur brut, à tant de gaz carbonique à émettre dans l'environnement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Résultat, le gaz carbonique, la tonne de gaz carbonique est cotée en bourse. Et donc, sa valeur fluctue. Et au jour d'aujourd'hui, si vous faites comme ça, et vous dites, on se donne un objectif, cet objectif consiste à réduire les gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le cas du protocole de Kyoto, puisque le protocole de Kyoto consistait à dire, sur le long terme, on va réduire de temps l'émission de gaz à effet de serre en donnant des droits, d'abord parce que tous les pays n'ont pas souscrit à ce protocole de Kyoto, je crois les États-Unis, l'Australie, la Chine, non, la Chine elle a souscrit après, mais en gros les principaux pollueurs n'ont pas souscrit à ça. Je pense que si Milton Friedman a pu mettre un peu d'eau dans son vin, c'est tout simplement parce que les faits sont têtus, ils sont comme ça, ils sont puissants, et nous allons droit au mur, et puis je ne sais pas comment on va s'en sortir. En ce qui me concerne, pour s'en sortir, il faut tout simplement changer de modèle. Le modèle de production et le modèle de consommation. Rester avec le même modèle que nous avons aujourd'hui, c'est nous allons directement nous faire passer sur le mur. Une question sur... Vous nous avez expliqué qu'après-guerre, c'est le keynésianisme qui s'est imposé jusqu'aux années 70, et qu'après, on était passé au libéralisme. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait changé? Est-ce qu'il y a eu un échec du keynésianisme? Qu'est-ce qui fait qu'on a changé de modèle? Oui. Oui, c'est une très bonne question. Donc, le modèle keynésien, c'est ce qu'on appelle le modèle de l'État-providence. L'État-providence s'est installé pratiquement dans tous les pays, disons les pays développés, ou dits développés. Donc il s'est installé parce que, à cette époque-là, il y a eu d'énormes besoins de reconstruction, plan Marshall, entre autres, mais à côté en dehors du plan Marshall, toutes ces reconstructions ne pouvaient se faire que par l'État, les États. On ne peut pas dire qu'on va confier au marché comme ça ne marche pas, à cette époque-là, premièrement. Deuxièmement, si vous prenez le cas de la France, il y a eu le fameux Conseil national de la résistance qui a préparé plutôt un État davantage à connotation sociale, qui sera remis en question bien sûr après, et qui va générer des politiques davantage tournées vers le social que plus tard. D'accord? Donc il y a eu une politique sociale très innovante, très poussée, il y a eu des nationalisations, il y a eu tout un tas de trucs. À cette époque-là, objectivement, il n'y avait que l'État qui pouvait faire ça.
On sortait de la guerre, on était extrêmement affaiblis, on a inventé la sécurité sociale et tout patatras. Très bien. Maintenant, le point nodal de votre question, comment ça fait qu'on est basculé vers l'autre truc? Alors, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses parce que l'économie aussi, elle n'est pas uniforme, univoque. L'économie a des moments de retournement. C'est pas parce que c'est du keynésianisme que c'est du capitalisme quand même, qui fonctionne de manière cyclique. Et ce capitalisme-là, qui fonctionne de manière cyclique, va arriver à bout de souffle. On appelle d'ailleurs, pour ceux qui ont fait l'économie, savent que cette période-là, ça s'appelle la période fordiste. C'est une période où il y avait une espèce de compromis entre le travail, le capital, etc., etc. Tu me donnes de la productivité, je te donne des salaires, ça marchait. Jusqu'au moment où le moteur principal de ce système, ce sont les gains de productivité qui s'essoufflent. Donc le système rentre en crise. C'est vrai. Et puis progressivement, alors il va se passer plusieurs choses, parce que les choses ne sont jamais simples. Il va se passer beaucoup de choses après successivement. Il va se passer, par exemple, que sous terre, comme ça, de manière souterraine, il va y avoir une prise de pouvoir que beaucoup ont étudié, sous forme de thèse, etc., de ce qu'on appelle la bourgeoisie financière. La bourgeoisie financière va progressivement, ayant compris que le système est rentré en crise, progressive, ce qu'on appelle la crise du fordisme, il va rentrer donc en crise, et progressivement les autres vont rentrer à l'aide des think tanks, ce sont des doxa, des laboratoires de pensée, etc., qui vont instiller et distiller progressivement l'idée qu'il faut laisser faire plus le marché que dans le fonctionnement économique, et ils vont devenir de plus en plus dominants. Je parle donc de cette fameuse bourgeoisie financière qui va changer a priori les mécanismes de la finance. L'exemple tout simple, je prends encore une fois le cas français qui est un cas d'école, c'est en 1973, il y a une loi qui est passée inaperçue à cette période-là. Cette loi, c'est quoi? Cette loi, c'était Giscard d'Estaing qui était à l'origine de cette loi. Elle disait qu'il était plus possible pour les États d'emprunter à des taux zéro et d'emprunter à la Banque de France. Donc on a créé à cette époque-là, et beaucoup de gens qui ne savent pas, hein, c'est vrai, cette loi de 73 stipule que l'État ne peut plus emprunter à la Banque de France. Donc il va emprunter aux banques normales, entre guillemets. Et progressivement, ça va se passer comme ça. Il n'y avait pas de dette publique à cette époque-là. La dette publique était quasi nulle, quasiment nulle. L'État empruntait à 0%, il remboursait ce qu'il empruntait, et puis ça s'arrêtait là. Et puis après, progressivement, l'État, non seulement il empruntait aux banques, mais il empruntait au marché financier. Progressivement, il y a eu un système qui a été structuré. C'est pour ça que je parlais de lois de l'économie qui ont été politiquement construites et qui ont fait que les États vont s'adresser, et ça a été voulu, ça a été créé, je parle pas, c'est pas une politique comment dire, il n'y a pas un démon derrière ça, il y a des rapports de force dans la société qui font ça, et qui vont progressivement céder la possibilité, les capacités d'emprunter au marché financier. Et l'emprunt public aujourd'hui est à 99% un emprunt qui se fait sur le marché financier. C'est-à-dire, en gros, l'État vend sur le marché financier des obligations publiques, trésor public, comment dire, le copon de trésor public. Il les vend sur le marché, il rembourse après, évidemment, les institutions, parce que ce sont les institutions qui vont acheter les bons du trésor. Et il va y avoir tout un tas de choses qui vont se faire après, c'est-à-dire il va y avoir des agences de notation qui vont noter les États, où les taux d'intérêt vont être calculés par rapport à la notation des États, etc. etc. Donc c'est très important. Et un dernier point,
rapide, au désespoir de Francis. Le dernier point, c'est la chute du mur de Berlin après, qui va accélérer les choses. C'est-à-dire, alors qu'il y avait deux blocs qui se neutralisaient, y compris sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, eh bien, il n'y a plus un bloc, ce qui fait qu'un boulevard s'ouvre précisément à cette théorie qui s'est construite de manière souterraine dans les think tanks et qui va s'imposer et qui va financer les campagnes électorales, etc. etc. C'est pas parce que ces théories sont meilleures qu'elles sont dans la gouvernance. Non, c'est pas que je vais te presser, mais il y a encore, pour comprendre deux questions, c'est tout. Il y a une question? Ah bon, il y avait d'abord... Alors, brièvement, parce que... Oui, rapidement. Tout à l'heure, on a parlé d'un monde qui avait des ressources limitées et on voulait une croissance infinie. Et qu'est-ce que vous pensez des économistes qui prônent la décroissance? Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que... C'est une vaste question, là. C'est une question piège. Ben, je pense que c'est difficile de sortir de la crise qui est environnementale, qui est sociale, qui est structurelle, etc., sans sortir du capitalisme. C'est mon point de vue. Je pense que la décroissance, l'intérêt de la décroissance, c'est vrai qu'elle a des aspects très positifs, très intéressants, mais le changement de paradigme, il est partiel. Moi, quand on me dit il faut faire des efforts pour trier, c'est un petit peu ça, plus ou moins, c'est-à-dire progressivement, là, on retrouve un petit peu des décroissants. Pour ceux qui ne savent pas, les décroissants, ce sont des économistes qui prônent non pas la recherche de la croissance pour elle-même, déjà, il faut critiquer la manière dont la croissance est calculée. Déjà, il y a énormément de critiques à ce niveau-là. Donc, au lieu de dire, moi je dis, je participe à sauver la planète en faisant ça, je pense qu'on n'a plus le temps de faire ça. Je pense que le butoir essentiel, c'est le temps. Le temps, il ne nous reste plus beaucoup. C'est-à-dire, si la température grimpe encore plus, je pense que la Terre va être vraiment difficilement vivable. Et je pense que le changement de modèle, les décroissants, ils en parlent, mais dans un cadre toujours le même, c'est-à-dire le cadre du marché. Hein, c'est-à-dire, oui, on va recycler, on va faire ce... Je recycle, je fais ça, mais je pense que la solution, elle est ailleurs. Dans la remise en question fondamentale du modèle de consommation et de production. Parce que pour aller très très vite, pour répondre un peu devant tes questions et te renvoyer la balle, si on admet que l'économie est une science, il est bien évident que les politiques aujourd'hui qui s'assoient sur la domination sociale ont besoin du secours des économistes qui servent de caution. Et le courant qui permet le mieux d'assurer cette caution, ce sont les néoclassiques, enfin les néolibéraux. Alors, deuxième question, à propos de la décroissance, mais Osni, ton référentiel, dis-nous un peu, quel est ton référentiel théorique? C'est une question un peu vache. Ah oui, mais écoute, ce sera la dernière question. Je suis dans l'hétérodoxie. Oui, d'accord. C'est vache, justement. Plutôt de la décroissance. Je pense que vous avez deviné un petit peu. Hein. Je te le dirai après. Mais c'est une confession privée, une confession publique aussi. Merci pour votre exposé, c'était très très bien, merci beaucoup. La décroissance, c'est surtout notre promptitude et orgueil chez l'être humain qu'il faudrait décroître, c'est surtout cette métaphysique abstraite, un esprit abstrait. En fait, cette tendance toujours à apprendre la vie de manière abstraite qui date de la civilisation humaine. Antonio Gramsci a bien spécifié un jour dans une de ses lettres, attention à la pensée mathématique abstraite et à la pensée abstraite métaphysique. Et on pourrait prolonger cette considération sur aujourd'hui la science, dont certains l'utilisent de manière très prétentieuse pour dominer les autres, pour détruire la vie elle-même, parce que complètement coupée de la vie, d'une rationalité technocratique et instrumentale, la résonance mentale dont parlait Adorno et Horkheim. Cela est une sorte de nouvelle, et le danger surtout c'est ça, c'est une nouvelle théologie, techno-évangélisme, très dangereuse.
qui s'installe, qui s'est installée, qui s'installe encore. Et surtout, je pense, cette tendance à tout prendre la vie par l'abstraction, aussi par beaucoup d'orgueil. C'est surtout ça qu'il faudrait décroître chez l'être humain. Et à partir de là, bâtir une rationalisation humaine qui respecte avant tout, non seulement, certes, faire bien vivre les êtres humains, mais surtout avec leur dignité. Voilà. Et je vous remercie pour votre intervention. Je vois la question plaira beaucoup en ami Osni. Moi, j'ai mis rapidement, je mis là, que, pour te faire plaisir, l'économie néoclassique, la pensée néoclassique est une pensée religieuse pour moi. C'est une pensée religieuse dans la mesure où elle fait référence aux livres et aux dogmes. Pour moi, ceux qui y croient, ils y croient fermement comme on croit à une religion, voilà. Aussi, n'oublie pas qu'ils font des carrières et qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Mais ton référentiel, puisqu'on a parlé de la décroissance, je signale que nous avons l'intention, c'est pas encore fait, mais d'inviter un spécialiste de la décroissance, c'est Jean Gallin. Je vais sans doute lui demander, il travaille à Lille, lui demander de venir pour qu'il nous explique justement ce qu'il entend par décroissance. Voilà. Bon, je vous remercie, je crois que nous allons tous remercier Osni. Je vous rappelle donc que la prochaine rencontre, c'est le 5 février, c'est à la Maison du Théâtre cette fois-ci, bien, donc avec Alain Maillard, qui nous parlera justement d'utopie, dystopie. S'il y a un rapport avec ce qui a été dit, comment se fait-il que nous ayons renoncé à l'idée d'un jeu de monde meilleur, etc., et que de plus en plus l'univers nous paraît un peu catastrophique, d'ailleurs on parle du changement climatique, etc. Voilà. Bien, un thème de réflexion. Également, je rappelle aussi que nous donnons notre assemblée générale samedi à 15h, ici, enfin ici pas dans cette salle, mais dans une petite salle qui est à côté. Et bien entendu, tous ceux qui souhaitent y participer sont bienvenus, sont les bienvenus, d'autant plus que nous avons besoin d'idées. Vous voyez, on vient de parler de la décroissance, etc. Si vous avez des idées de conférences, il faut surtout venir nous les proposer. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt.